Alors Jean-Paul Jean, vous êtes avocat général à la Cour de cassation, vous êtes professeur associé à l'Université de Poitiers, président du groupe des experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des systèmes judiciaires. Et on va donc commencer avec vous en fixant le cadre de ce qui nous rassemble aujourd'hui. En matière de récidive et de réitération, quelles évaluations peut-on faire des réformes législatives successives? C'est à vous. Merci. Madame la ministre, mesdames les présidentes, mesdames, messieurs, c'est avec une certaine humilité que je vais essayer de résumer et de donner un éclairage sur toute cette problématique en 15 minutes qui m'ont été largement données par rapport aux autres experts, je sais. Premier point sur lequel je voudrais insister, voilà, et ça marche, c'est merveilleux, voilà. C'est l'accumulation des textes sur la politique législative. Si on regarde les lois avec une disposition relative à la récidive, on a 8 lois en 7 ans d'inégale importance, et en tout cas les 4 premières sont très importantes, certaines extrêmement bien préparées, la loi du 12 décembre 2005 avec des rapports parlementaires très intéressants, d'autres moins, et j'en reparlerai, mais avec des incidences importantes, celles sur les peines planchers ou la rétention de sûreté. Mais je crois que aussi d'autres éléments viennent se cumuler qui sont assez difficiles à expliquer en dehors du milieu des juristes. Qu'est-ce qui fait que ces phénomènes augmentent la récidive légale, on en reparlera, mais surtout le prononcé de courtes peines d'emprisonnement fermes. Le premier, c'était un étonnement, c'est de voir la relation entre la réforme du Code pénal de 1994 et la loi de 2007. À savoir que c'est en 1994 que le premier terme de la récidive, pour avoir la récidive, il faut recommencer, donc un premier terme, eh bien, on a changé puisqu'on a diminué, on a supprimé les circonstances atténuantes, et le premier terme de la récidive est constitué maintenant par la peine encourue et non pas la peine effectivement prononcée. Et c'est extrêmement important. Pour un vol simple, 3 ans, peine encourue, un seul vol simple, premier terme de la récidive, alors qu'avant, il fallait une peine supérieure à 1 an d'emprisonnement. Si un juge met une peine d'amende ou 3 mois ou 2 mois avec sursis, on comprend bien que c'est par rapport à la gravité, c'est tout à fait différent. Le deuxième, ce sont les choix du parquet qui sont absolument déterminants. Pourquoi certains modes de poursuite entraînent une inscription au casier judiciaire et d'autres non? Or, le développement des modes simplifiés de poursuite, certains d'entre eux, entraîne de façon considérable l'inscription au casier judiciaire. Et c'est l'exemple même de l'ordonnance pénale qui a un avantage énorme, c'est qu'elle permet sans audience, par un simple papier, de faire une politique du chiffre. Et ces chiffres, justement, sont extrêmement impressionnants sur cette progression. La loi du 5 mars 2007 le permettait notamment pour les usages stupéfiants. Et la loi du 13 décembre 2011 le fait pour nombre de délits courants. Il y en a maintenant 14 qui sont là, dans l'article 495, pour les délits de faible gravité des faits. Mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'on multiplie les récidives légales avec inscription au casier judiciaire. Ce qui fait basculer le système, c'est la loi du 10 août 2007, en parlant là en termes de tendance lourde par rapport aux peines planchers et aux peines minimales. On est étonné par l'absence de références criminologiques et d'études d'EPAC, seule une étude du Sénat, et le rapport qui était excellent du professeur Jacques-Henri Robert et de la Commission n'a été rendu public qu'après le vote de la loi et sa publication 15 jours après. À l'intérieur, Madame la Ministre, vous avez fait allusion tout à l'heure effectivement aux analyses extrêmement importantes, Madame Maestrachi aussi. Eh bien, il y avait une méta-analyse sur 50 études américaines qui avaient été faites notamment par Sébastien Rocher dans ce rapport, qui montrait justement que l'effet de dissuasion, la gravité des peines ne donnait pas des résultats. Quant à la récidive, il n'y a pas de dissuasion. C'était dans ce rapport qui avait été fait, 50 études américaines analysées par Sébastien Rocher. Et le but, c'était de viser les infractions les plus graves, à partir notamment de faits divers qui avaient traumatisé l'opinion, et fondés sur la dissuasion. Mais cette loi, et pardonnez-moi, les 10 dernières années, je les ai passées devant les cours d'assises de la région parisienne, lorsqu'un récidiviste passe devant une cour d'assises, il est condamné à une peine, lorsque sa culpabilité est reconnue, largement supérieure aux peines planchées. Donc c'est inutile pour les crimes d'aggraver cela. Par contre, les effets, c'est pour les délits, puisque 97% des peines minimales prononcées sont sur les délits. Et justement, ça touche quelle catégorie de population? Celle derrière laquelle il y a un problème social personnel, l'alcool, la toxicomanie, troubles psychiatriques, personnalité fragile, les mineurs, avec
c'est important, le passage par la case prison qui va effectivement dépendre de cela. L'impact a été mesuré, et je rends hommage au travail de l'excellent service statistique du ministère de la Justice, Madame Timbar et Monsieur Le Turc. C'est la seule étude à partir du casier judiciaire. 4 données simplement. Le taux d'application des peines planchers, aucune surprise, c'est normal, ce sont les plus lourdement sanctionnés, ce sont les infractions graves en matière sexuelle et les violences. Comparaison avant le vote de la loi et après la loi, une période de 3 années, ça montre que le niveau des peines minimales, c'est-à-dire pour les mêmes infractions, augmentation de 8,4% à 40,7%, le niveau des peines minimales, 1 an pour ce type de peine. Mais l'aggravation importante, quand on regarde sur le plan qualitatif, ça touche effectivement les vols, les dégradations et les infractions aux stupéfiants. Et le niveau des peines a monté, puisque de 6%, il est passé à 33%, ce niveau des peines minimales. Et donc, le niveau du quantum des peines d'emprisonnement est passé de 8,2 à 11 mois. Et il a estimé, Monsieur Le Turc, que la loi du 10 août 2007 produisait 4000 années d'emprisonnement supplémentaires par an, soit 4% des peines fermes prononcées. Donc l'inflation carcérale, une partie d'augmentation importante vient de cette loi. Mais quelle est l'évolution des pratiques judiciaires? Quelle est la politique pénale en la matière? J'ai essayé de faire un tableau à partir là des données des parquets. Les données des parquets statistiques qui ont été demandées ont été très bien exploitées dans un rapport parlementaire passionnant de novembre 2008. Depuis, ça n'a plus été exploité et je remercie la direction des affaires criminelles de m'avoir donné les données brutes. Je vais essayer de montrer quelques tendances. Ça, c'est le nombre de peines minimales prononcées. C'est un nombre absolu en la matière. Mais il faut regarder les autres tableaux qui sont les pourcentages. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, comme toute nouvelle loi, il y a une pression extrêmement forte sur l'appli du ministère, des parquets, pour l'application de la loi. Et après, il y a un effet d'épuisement, en quelque sorte, qui se fait. Ne comptez pas 2012, puisque là, ça ne porte que sur 10 mois. C'est pour ça aussi que je n'ai pas mis 2007. Quels sont les phénomènes? On est à peu près, aujourd'hui, c'était les statistiques de décembre 2012, à peu près 95 000 condamnations prononcées en récidive légale. Le premier tableau, c'est le pourcentage par rapport aux peines minimales encourues. On est de 49 et on descend à 36,2. Ça veut dire que les juges, de plus en plus, face aux situations auxquelles ils sont confrontés, refusent d'appliquer les peines minimales, et pas depuis 2012, depuis 2009, où la courbe diminue constamment. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la pression des parquets. Ça, c'est le taux d'appel des parquets. Et le taux d'appel des parquets, il diminue, donc pression toujours jusqu'en 2009, et à partir de 2009, ça diminue d'un point et demi par année. Mais le phénomène qui est le plus inquiétant, justement, il y a une seule tendance qui monte, c'est celle qui est en vert foncé, c'est la part de l'emprisonnement ferme dans les peines prononcées. C'est-à-dire qu'on en prononce moins, mais de plus en plus, en pourcentage, la peine d'emprisonnement ferme marque. Et c'est un élément qui me semble extrêmement important, avec en plus ce que j'appelle des effets retard mécaniques, c'est-à-dire qu'on retarde de plus en plus, et les peines d'emprisonnement ferme, il y a un moment, il faut en quelque sorte solder les comptes avec les sursis mis à l'épreuve. Les juges d'application des peines et leur présidente avaient utilisé l'utilisation. Il y a une bulle à un moment et ça éclate et il faut révoquer l'ensemble des situations. Disparité entre les juridictions, on a les statistiques par tribunaux de grande instance et par cour d'appel. La moyenne, c'est 37,5. J'ai pris quelques écarts. Paris, juste en dessous de la moyenne, mais des tribunaux comme Grasse ou Fort-de-France sont à près de plus de 2/3 d'application des peines d'emprisonnement ferme. Là, je n'ai parlé que des peines d'emprisonnement ferme. Donc, il y a une relation avec le type d'infraction qui est liée. Même chose au niveau des cours d'appel. Vous voyez que c'est les cours d'appel du Sud-Est qui est là. Donc, il y a un rapport avec la politique pénale, mais aussi avec les infractions qui sont concernées. Sur les infractions concernées, j'ai mis 2 éléments différents. Le premier, ce sont les chiffres bruts, le nombre d'infractions qui sont commises, c'est-à-dire leur part. Ici, bien entendu, vous avez les affaires de circulation routière, les dégradations, et qui sont les plus importantes, et puis les délits routiers et les outrages qui montent. Mais j'ai pris simplement 3 catégories d'infractions. Les atteintes aux biens, près d'un quart des affaires, les petites infractions aux stupéfiants et l'ensemble des violences. Voilà, en termes de nombre absolu, comme part dans la criminalité dont les juridictions sont saisies. Et maintenant, quel est le taux d'application des peines minimales? Même chose, en clair, le taux d'application
et la part d'emprisonnement ferme enfoncée. Aucune surprise, comme avant la loi, comme après, c'est en matière de violence et de violence sexuelle qu'on applique le plus l'équivalent des peines minimales et la part d'emprisonnement ferme. Mais le problème, c'est qu'il faut faire la relation par rapport au nombre. Et là où il y a le plus d'infractions commises, les infractions aux biens, c'est là où on a le taux parmi le plus important d'application de la loi sur les emprisonnements fermes. Les infractions stupéfiants, un tiers, près de la moitié bientôt sur le vol. Lorsqu'on applique les peines minimales, c'est pour la moitié une peine d'emprisonnement ferme, le rapporter à un quart des infractions qui passent devant les tribunaux correctionnels. Donc, le prononcé des peines planchers, et ça a été vérifié sur quelques études de tribunaux, je remercie le procureur de Poitiers de m'avoir permis d'accéder aux données, la peine encourue est d'autant plus prononcée, la peine planchée, que la peine encourue est faible. C'est pour les petites infractions, vol, délit routier, petite infraction aux stupéfiants, 1 an minimum en récidive pour vol simple, 2 ans pour cession illicite de cannabis. C'est là où la peine ferme est le plus prononcée, et c'est donc ce qui fait toutes ces entrées et sorties en prison qui mobilisent tout le système judiciaire, et c'est la comparution immédiate, c'est-à-dire les plus mauvaises conditions pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, dans laquelle ces peines sont prononcées. Donc si on regarde maintenant, derrière les infractions, les individus, qui sont les personnes qui sont jugées, eh bien justement, ces peines fermes s'appliquent aux personnes qui demandent sans doute le plus une réponse individualisée. Effectivement, ces délits répétitifs sont commis par les personnes à un moment de leur parcours, les toxicomanes, des alcooliques, des personnes avec des troubles psychiatriques, les mineurs, bien entendu. On voit en plus que le nombre de peines d'emprisonnement ferme augmente, alors que la loi du 24 novembre 2009, celle dont j'ai parlé, la loi pénitentiaire, demande pour ces catégories-là de plus en plus d'aménager les peines. Donc le système en partie tourne à vide, on prononce des peines d'emprisonnement pour ne pas les exécuter en prison. Et donc toute une partie du système judiciaire, procureur, JAP, SPIP, sont mobilisés pour cela. Et il n'y a aucune étude quantitative de calculer sur les moyens pris sur la justice pour prononcer des peines, les faire rentrer en prison pour ensuite les faire ressortir, c'est-à-dire travailler pour rien. Il vaut donc mieux aller directement à prononcer une peine à l'extérieur. Et on gagnerait là, on aurait une valeur ajoutée économique absolument considérable. Donc, et je termine par mes propositions, la nécessité d'une autre procédure de sanctions. Le problème, c'est l'effet retard dont j'ai parlé. On cumule des sursis mis à l'épreuve et à un moment, il faut solder les comptes. Et justement, on les solde ces comptes dans les plus mauvaises conditions lors d'une comparution immédiate, alors que des personnes sont peut-être à un autre moment de leur vie. Quelles sont deux propositions concrètes, comme pour les mineurs, avec la dématérialisation, ce dossier unique de personnalité qui permettrait sans doute d'avoir beaucoup plus d'éléments de personnalité, un regroupement obligatoire des procédures à purger avant le prononcé de la peine. Le pire, c'est de purger ou d'être condamné après une procédure par défaut 2 ans ou 3 ans après, et dissocier, lorsqu'on va prononcer une peine d'emprisonnement ferme, lorsqu'une peine lourde est encourue, le prononcé de la peine, là, il faut vraiment une évaluation de la situation de la personne pour trouver la peine la plus juste, la plus adaptée. Je résume simplement les objectifs: concilier l'efficacité, le réalisme de la lutte contre la récidive avec l'individualisation de la peine, c'est ça le principe, des principes directeurs, une clarté dans l'application de la loi. Aujourd'hui, personne ne s'y retrouve parmi les praticiens. Et supprimer les peines minimales semi-automatiques, revenir au principe d'individualisation. Pour ce type de personnes, il ne faut pas du prêt-à-porter, il faut du sur-mesure, c'est ça qui semble absolument important. Réserver un régime spécifique pour les auteurs d'infractions sexuelles graves ou les violences graves. Je crois qu'il y a un mode de prise en charge et de réponse qui doit être tout à fait particulier parce que ces personnes présentent un risque pour les autres individus. Et là, il faut, pardonnez-moi cette expression, mettre le paquet et les moyens en la matière. Modifier la loi de 1994, bien entendu, sur le fait de la peine effectivement prononcée pour fixer le premier terme de la récidive, garder la spécificité du régime des mineurs. Enfin, on a été très étonnés que le Conseil constitutionnel ait autorisé que la loi de 2007 s'applique aux mineurs, alors qu'il faut absolument garder ce régime spécifique. Et dernière proposition, et Mme Maestrachi en a parlé tout à l'heure, sans doute ne pas aggraver au niveau de l'exécution de la peine la sanction du récidiviste. Il a été puni plus sévèrement au moment du prononcé de la peine.
est-ce qu'il faut rajouter ou simplement tenir compte de ses capacités de réinsertion, là encore, tout simplement, mais après une véritable évaluation et en tenant compte effectivement de sa situation avec un protocole, là encore en gardant un régime spécifique pour les auteurs d'infractions graves contre les personnes. Pour terminer, bien sûr, je n'ai pas pu aborder la question de l'histoire, mais on a parlé tout à l'heure de sens de la peine. Je pense que pour les personnes des services de probation, comme pour les juges, comme pour les procureurs et comme pour les condamnés, il faut tout simplement avoir que le sentiment qu'une peine prononcée, elle est juste et elle est utile. Merci. Merci Jean-Paul Jean.